Bon, bienvenue à tous et à toutes, malgré le temps pluvieux, à ce cours que j'ai décidé de consacrer cette année à un sujet qui est en pleine expansion, qui est l'utilisation des méthodes d'apprentissage par réseau de neurones pour différents problèmes de physique quantique. Donc je vous rappelle que la séance d'aujourd'hui est un peu particulière pour démarrer le cours en beauté. J'ai prévu de faire 2 cours ce matin, donc 2 cours d'1 heure et demie avec une pause au milieu. Et puis il y a un séminaire cet après-midi à 14h30 par Filippo Vicentini, sur lequel je reviendrai dans un instant. Les autres séances seront plus conventionnelles avec un cours, une pause et un séminaire seulement le matin. Voilà. Par ailleurs, le cours est en français, les séminaires sont en anglais et les transparents sont en anglais pour permettre aux non-francophones dans l'audience de suivre plus facilement. Quelques détails pratiques encore. Il y a une liste de diffusion du cours. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent soit m'envoyer un mail, soit envoyer directement un mail à cette adresse en mettant « subscribe » dans l'intitulé, de manière à être abonné automatiquement à la liste de diffusion. Et je vous rappelle que tous les cours, ainsi que les supports de cours, les transparences, sont sur le site web quelques jours après la séance. Alors, quel est le but de ce cycle de cours ? Alors d'abord, je voudrais tout de suite vous dire que c'est un cycle de cours qui, pour la partie cours, est donné par un non-spécialiste, à savoir moi. Et donc, il n'est pas question de vous donner des cours trop techniques. J'en suis absolument incapable dans ce domaine. Et puis, il y a les séminaires qui sont là. Non pas que les séminaires seront très techniques, ils seront aussi largement accessibles, mais enfin, ils seront donnés par des professionnels du domaine qui vous exposeront au dernier développement. Donc, le but de ce cours, c'est vraiment de stimuler un intérêt pour ces approches, de vous donner les éléments de base, les briques de base pour que vous puissiez plus facilement avoir accès au séminaire. Et puis, en quelque sorte, on peut dire d'apprendre le domaine ensemble, puisque c'est quelque chose dans lequel je me suis engagé depuis quelque temps. Encore une fois, les cours ne seront pas très techniques et, en tout cas, certainement, ce cycle de cours n'est pas destiné à être exhaustif. Il est simplement destiné à vous donner une espèce de panorama des méthodes d'une part, de quelques applications. Il est bien évident qu'en 6 cours d'1 heure et demie, on ne peut pas couvrir l'ensemble des applications des méthodes de machine learning qui ont été appliquées à différents domaines en physique quantique. Et donc, c'est juste une sorte de coup de projecteur sur différentes applications qui sont choisies de manière totalement idiosyncratique. Alors, voilà le déroulé des séances. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un déroulé un peu particulier, avec un séminaire l'après-midi qui sera donné par Filippo Vicentini, qui jusqu'à une date récente était à l'EPFL à Lausanne et qui maintenant est revenu en France sur un poste à l'École Polytechnique. Et il va nous parler d'application des fonctions d'onde par réseau de neurones, Neural Quantum States, pour les systèmes ouverts. Et en même temps, il va nous donner une introduction pratique à une suite de code, une librairie de code numérique qui permet d'avoir accès aux algorithmes de machine learning dans leurs applications à la physique quantique, qui s'appelle Netcat, qui a été démarré il y a maintenant plusieurs années, en particulier par Giuseppe Carleo, qui était au CCQ à New York et qui est maintenant professeur à l'EPFL. Il y a toute une équipe de développeurs autour de Netcat, de scientifiques qui sont impliqués dans le projet. Il va nous en parler cet après-midi. Le cours du 16 mai sera consacré à une... Alors donc le but des 2 cours d'aujourd'hui, c'est en fait de vous donner les éléments de base pour pouvoir plus facilement suivre en particulier le séminaire de l'après-midi et celui de la fois prochaine. Le premier cours, celui que je vais commencer dans un instant, est destiné simplement à vous donner quelques bases générales sur le machine learning. Et puis le deuxième, après la pause, donc vers 11h30,
vous parlera de représentation des états quantiques par réseau de neurones ou encore Neural Quantum States. Le cours de la fois prochaine sera aussi une introduction, une sorte de survol aux méthodes de tomographie quantique. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, c'est des méthodes où ce qu'on cherche à reconstituer, c'est la fonction d'onde, mais à partir de données, qui peuvent être des données numériques ou des données expérimentales. Et on aura un séminaire en deuxième partie de matinée qui sera donné par Giuseppe Carleo, qui est un des fondateurs du domaine, très actif, qui va nous parler d'états quantiques neuronaux. Je vais dire Neural Quantum State parce que sinon je ne vais jamais y arriver. De Neural Quantum State dans un contexte hors d'équilibre, donc pour les problèmes dépendants du temps. Le cours du mardi 23 mai va être consacré toujours aux états quantiques, au Neural Quantum State, mais cette fois fermionique. Donc il présentera un certain nombre de développements récents sur l'utilisation de ces méthodes pour construire des fonctions variationnelles fermioniques, alors que la plupart des cours qui sont là, je pense, vont se consacrer exclusivement au système de spin quantique. Et puis, l'après-midi de ce cours du 23 mai, on aura un cours de Juan Carrasquilla, qui est aussi actif dans le domaine depuis très longtemps, qui est au Vector Institute à Toronto, où il va nous parler du Neural Quantum State et de tomographie, donc des sujets qu'on aura déjà pas mal couverts avant, mais cette fois avec des architectures de réseaux de neurones différentes, en particulier ce qu'on appelle les réseaux de neurones récursifs. Et puis les deux derniers cours, donc celui du 30 mai et du 6 juin, ont un caractère un petit peu différent, puisqu'on va s'occuper de l'application des méthodes d'apprentissage à la construction de meilleurs fonctionnels de densité. Donc je commencerai par expliquer ce que c'est que la théorie de la fonctionnelle de densité, donc pour les calculs de structure électronique, qu'il s'agisse de solides ou de molécules, et comment un certain nombre de travaux récents ont cherché à améliorer les approximations qu'on fait pour la fonctionnelle de densité, avec évidemment des applications à la structure électronique. Le séminaire du 30 mai n'est pas directement relié à ce sujet. Il est donné par Giulio Biroli, qui depuis pas mal d'années s'intéresse aux approches de physique statistique permettant de comprendre mieux comment ces méthodes marchent d'un point de vue physique statistique. Quel est par exemple le paysage d'optimisation dans lesquels on doit optimiser par exemple la fonction d'onde ou toute autre quantité représentée par un réseau de neurones. Et donc ces approches de physique statistique ont permis de faire des progrès sur la compréhension de pourquoi ça marche en quelque sorte et quand est-ce que éventuellement ça ne marche pas. Il y a des très jolis travaux récents de Giulio sur les liens entre groupes de normalisation et apprentissage qui ont été faits en collaboration en particulier avec Stéphane Mala, et c'est ça, je pense, dont il va nous parler le 30 mai. Et puis le 6 juin, alors que je continuerai à parler d'application à la fonctionnelle de densité, on va avoir un séminaire en quelque sorte complémentaire à ça, qui est les méthodes d'apprentissage pour les champs de force, des méthodes qui permettent d'accélérer considérablement les méthodes de dynamique moléculaire en apprenant les champs de force plutôt qu'en ayant à les calculer on the fly par un calcul de fonctionnelle de densité à chaque étape. Et ça, c'est Ambroise van Reukengem du CEA Grenoble qui va nous parler de ce sujet. Voilà. Il y a un colloque associé au cours, mais je ne vous en parle pas parce que les inscriptions sont closes et on a fait le plein complet. Donc, il n'y a plus de place. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais très chaleureusement remercier un certain nombre de collègues qui m'ont initié à ce domaine. Donc, vous les voyez sur ce transparent. Certains sont au Collège de France, comme mes collègues Siddhartha Das et Michel Ferrero, mais aussi Giuseppe Carleo, qui, comme je l'ai dit depuis il y a quelques minutes, était d'abord au CCQ à New York et maintenant à l'EPFL, qui m'a exposé à ce sujet depuis environ 5 ans. D'autres collègues du CCQ avec lesquels j'ai travaillé sur ces problèmes, Juan Carrasquilla, avec qui j'ai eu pas mal d'échanges sur ces questions, et puis tout particulièrement, et là je voudrais vraiment lui dire un très grand merci, Javier Robledo Moreno,
qui est étudiant doctorant à NYU et au CCQ à New York, et qui a vraiment été en quelque sorte mon mentor sur ce sujet. Je crois que j'étais un peu son étudiant de thèse plutôt que l'inverse. Voilà, alors je n'ai pas besoin de vous expliquer très longuement que l'intelligence artificielle, et en particulier sa version actuelle qui est le machine learning, est en train de se développer d'une manière absolument spectaculaire. Je ne vais pas m'étaler sur cette question, vous le lisez tous et toutes dans la presse, probablement un certain nombre d'entre vous le pratiquent au quotidien ou l'utilisent au quotidien. Vous l'utilisez tous et toutes au quotidien en fait, même si vous ne le savez pas. Dans le domaine scientifique, ces méthodes, donc, pour ce qui est vraiment de la recherche, y compris de la recherche fondamentale, ces méthodes ont déjà un impact considérable. Voilà juste un exemple que je ne vais pas discuter en détail, mais qui est la manière dont les algorithmes d'apprentissage ont permis de faire des progrès, un bond en avant en fait, sur le fameux problème du repliement des protéines. Et c'est cette méthode AlphaFold développée par Google DeepMind. Je vous invite à lire ces articles et les différentes revues de presse sur la question si ce sujet vous intéresse. Alors, pour illustrer ce cours d'apprentissage pour la physique quantique, on peut par exemple utiliser DAL-E, que vous avez sans doute tous utilisé. Cette fois, c'est OpenAI, en lui demandant par exemple de faire un portrait d'Erwin Schrödinger dans le style de Matisse. Et voilà le résultat. Bon, c'est évidemment un peu une blague, mais néanmoins, je pense que ça vous illustre l'utilisation ludique et artistique de ces méthodes. Vous remarquerez que très probablement, statistiquement, dans la base de données qui a été fournie à ce modèle, Erwin Schrödinger n'a jamais quitté ses lunettes, puisqu'elles sont manifestement très présentes dans ces images. Bon, alors un peu plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que le machine learning ? Donc j'ai essayé de résumer ça sur un transparent. Et j'ai pris pour ça une citation d'un livre qui est déjà un peu ancien, mais qui est très bien, de Mitchell, qui s'appelle Machine Learning, tout simplement, qui dit « A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P if its performance of tasks in T as measured by P improves with experience E. » Je ne sais pas s'il a voulu faire un poème rimé, mais bon, c'est donc un algorithme de machine learning apprend de l'expérience qu'on va appeler E pour accomplir une certaine tâche T dont on va mesurer le succès avec une certaine mesure de performance P. Et donc c'est un algorithme de machine learning ou d'apprentissage si la performance qu'on constate sur cette tâche T mesurée par P s'améliore au fur et à mesure qu'on fournit des données ou qu'on améliore, qu'on optimise le système, donc l'expérience E. Et donc ce que je vais faire dans les quelques minutes qui viennent, c'est brièvement passer en revue ces différents éléments. Le type de tâche, le type d'expérience, donc les méthodes d'apprentissage, et les mesures de performance, d'une manière un peu générale, dans le domaine du machine learning. Alors avant de faire ça, je voudrais vous donner quelques guides bibliographiques ou ressources disponibles sur le web. Donc il y a des références générales sur le machine learning, en particulier un livre célèbre qui est écrit par certains des chercheurs qui ont contribué au domaine de manière déterminante très tôt, en particulier Yoshua Bengio, qui est une des personnes qui a eu le prix Turing avec Hinton et LeCun. Donc c'est un très bon livre qui est déjà un peu ancien, puisqu'il date de 5 ans. Dans ce domaine, c'est ancien. Mais c'est un très très bon livre, très, très utile. Je ne saurais trop vous recommander également, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus les mathématiques qui sont derrière ces méthodes d'apprentissage et qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue des mathématiques appliquées sur pourquoi ces méthodes marchent. Les cours de mon collègue Stéphane Mala ici au Collège de France, donc déjà depuis plusieurs années,
Vous pouvez trouver les vidéos sur le site web, ainsi que des notes de cours. Et puis ici, un certain nombre d'autres références. En particulier, il y a un livre online avec des animations qu'on peut utiliser, par Michael Nielsen, qui est que je trouve très utile. Et puis directement plus en relation avec la physique, donc ça c'est de l'apprentissage, la théorie de l'apprentissage général. Et puis plus directement en relation avec la physique, il y a 2 articles de revue un peu généralistes sur les applications en physique. L'un qui s'appelle High Bias, Low Variance. Alors ça c'est un peu un jeu de mots, vous verrez tout à l'heure. Introduction to Machine Learning for Physicists. Et puis, il y a un article de revue dans Reviews of Modern Physics de Giuseppe Carleo, qui viendra nous faire le séminaire la semaine prochaine, qui s'appelle Apprentissage et sciences physiques. Il y a aussi un site web que je trouve très utile qui s'appelle Papers with Code. Il y a quelqu'un qui bloque voilà, les transparents. Donc, ce site web est bien utile parce qu'il permet de chercher un terme. Par exemple Adam Optimizer ou Stochastic Gradient Descent, et puis de trouver les articles ou quelques articles clés sur le sujet avec des codes qui implémentent le concept. Donc ça, c'est vraiment assez chouette. Et puis tout n'est pas en anglais, puisqu'il y a un gros effort par cette organisation pour établir une plateforme de formation en français qui est très précieuse, avec beaucoup de tutorials et de conférences. Et il y a même une journée du deep learning qui aura lieu à Orsay. J'ai oublié la date ici, mais elle est mentionnée sur cette affiche quelque part, le 12 mai, voilà, dans quelques jours. Par ailleurs, en plus de toutes ces références, il y en a un certain nombre qui sont plus directement tournés vers les applications à la physique quantique. Et donc là, j'en ai mis un certain nombre, général, qui sont des articles de revue ou même des notes de cours. Juan Carrasquilla, Machine Learning for Quantum Matter, un article qui couvre pas mal de sujets différents. Anna David et toute une quantité d'auteurs qui sont des notes de cours, Modern Applications of Machine Learning in Quantum Sciences, qui couvrent de manière assez pédagogique le sujet, avec un recouvrement non nul avec ce cours, mais qui couvre beaucoup plus de choses que ce que je vais avoir le temps de faire. Juan Carrasquilla et Giacomo Torlai, How to Use Neural Networks to Investigate Quantum Many-Body Physics. Alors ça, c'est un article qui est très bien parce que c'est comment dire, un guide, un tutorial, dans lequel ils prennent 3 ou 4 problèmes, et puis ils expliquent la théorie, et ils illustrent par des code snippets, des petits morceaux de code, comment implémenter ces concepts en pratique, avec des résultats. Donc c'est vraiment une sorte de guide tutorial qui est très bien. Et puis plus tourné vers la science des matériaux, donc plus vers les 2 derniers cours dont je vais parler à la fin. Cet article ici dans NPJ Computational Material. Je vous signale aussi qu'il existe un Journal Club online toutes les 2 semaines sur les applications du machine learning à la physique quantique. Voilà. Donc beaucoup de références disponibles sur le web et de ressources online de différentes sortes. Enfin, cette liste ne serait pas complète sans mentionner le fait qu'une des choses qui rend l'accessibilité à ce domaine assez grande, c'est la disponibilité des codes. Et il y a toutes sortes de bibliothèques de code qui permettent d'implémenter les idées, les algorithmes et les méthodes de machine learning de manière assez directe. Et j'en ai listé un certain nombre ici. La plupart utilisent Python et sont développés soit par des consortiums Python, soit par Google, soit, comme je le mentionnais tout à l'heure, par des collègues dispersés dans le monde académique, comme c'est le cas de Netcat académique ou recherche industrielle.
Voilà, donc toute une série de codes auxquels vous pouvez avoir accès. Donc maintenant, je vais revenir à la définition de Mitchell du machine learning et on va brièvement passer en revue la notion de tâche, de méthode d'apprentissage et de mesure de performance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tâche qu'on va assigner à un algorithme d'apprentissage? Donc, essentiellement, on va avoir des données. Alors, ces données peuvent être effectivement des données qu'on va présenter à l'algorithme, ou ça peut être des données qu'on va générer. Par exemple, lors d'un processus d'optimisation d'une fonction d'onde, pour ne pas citer un exemple qu'on va discuter pas mal dans la suite. Ces données vont se présenter sous la forme d'un vecteur. Ça peut être juste un réel, mais ça peut être un vecteur dans un espace de grande dimension. Par exemple, ce vecteur, c'est 0, les entrées de ce vecteur, c'est 0 si le pixel est blanc et 1 si le pixel est noir. Et n, c'est le nombre de pixels dans mon image. D'accord ? Donc c'est un exemple. Voilà. Et ce qu'on veut faire, c'est apprendre une fonction. Donc dans le cas le plus simple, un des sujets qui a lancé le machine learning, c'est une question de classification. Donc on présente ce vecteur, donc en l'occurrence une image, et on demande si c'est un chat ou un chien. Donc cette fonction prend deux valeurs, 0 ou 1, si c'est un chat ou un chien. Vous pouvez étendre ça évidemment comme vous voulez. Donc voilà un peu la manière dont se présente à peu près n'importe quel algorithme qui va utiliser les méthodes d'apprentissage. On va apprendre une fonction qui est une fonction d'un très grand nombre de variables. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'apprendre? Ça veut dire qu'on veut trouver une paramétrisation de cette fonction. Donc ça c'est la vraie fonction qu'on voudrait apprendre. Et puis ça c'est la paramétrisation. Et cette paramétrisation peut par exemple prendre une architecture qui est celle d'un réseau de neurones. Il reste quelques places ici devant, n'hésitez pas à les prendre en passant par les côtés. Cette fonction qui va approcher la fonction f, je vais la désigner par f de x et θ. Et θ, c'est l'ensemble des paramètres, alors souvent en très très grand nombre, quand vous allez le voir dans les exemples qui suivent, qu'il va falloir optimiser. Et donc le processus d'apprentissage, c'est un processus qui consiste à optimiser ces paramètres θ. Par exemple, en utilisant pour cette fonction l'architecture d'un réseau de neurones. Alors dans le jargon du domaine, auquel en tant que physicien il faut un peu s'habituer, parce que les termes sont utilisés d'une manière un peu différente que celle à laquelle on est habitué, si on a une architecture qui a été entraînée sur des données, qui donc a conduit à des valeurs optimisées des paramètres θ, on appelle ça un modèle. Voilà, donc ChatGPT par exemple, il est 9h54 et il était temps de mentionner ChatGPT, étonné que ce ne soit pas venu avant, est un modèle. Voilà. Alors évidemment pour nous, physiciens, un modèle c'est quelque chose qui a un sens différent, mais un modèle c'est ça en apprentissage. Voilà, donc il s'agit, en d'autres termes, d'approcher une fonction par une fonction qu'on va essayer d'optimiser le plus proche possible de la fonction cible en optimisant des paramètres. Cette fonction était une fonction dans un espace de très grande dimension et le nombre de paramètres étant très grand. Alors, grand comment? Donc ici, j'ai pris quelques graphes dans le livre de Goodfellow et al. Qui vous montrent, alors c'est déjà un peu ancien puisque ça s'arrête en 2017, qui vous montre la croissance du nombre de neurones artificiels, on verra ce que c'est tout à l'heure, dans les réseaux de neurones utilisés donc, jusqu'en 2017. Donc vous voyez ici, bon, vous n'arrivez sans doute pas à lire, vous verrez sur le site web, mais vous pouvez aller regarder le livre. Vous voyez ici les étapes depuis les années, disons, 50, 60 jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous voyez qu'ici, maintenant, actuellement, on est de l'ordre de millions, de dizaines de millions de neurones, et probablement on est maintenant plus haut. Et puis ici, un peu pour vous donner une idée, les auteurs ont porté le nombre de neurones dans différents organismes vivants, depuis l'éponge jusqu'à l'humain.
Donc l'humain, comme vous savez certainement, c'est de l'ordre de 100 milliards de neurones. L'éponge, je ne me prononcerai pas. Voilà. Donc ceci n'est pas du tout pour dire que la manière dont ces réseaux de neurones artificiels fonctionnent est similaire et certainement pas identique à ce qui se passe dans le cerveau des organismes vivants, mais c'est juste pour vous donner qui est un vaste sujet sur lequel je ne vais pas me lancer, c'est juste pour vous donner une petite comparaison. Et ce nombre de neurones double à peu près tous les 2 ans et demi. Il y a une sorte de loi de Moore dans cette histoire. Ah, très intéressant. Bon, voilà. Alors ça, c'est pareil, ça vous donne, enfin, c'est similaire, ça vous donne le nombre de connexions par neurone, donc qui est de l'ordre de 10 000 apparemment chez l'humain, et qui actuellement dans les réseaux de neurones est de l'ordre, je ne sais pas, de quelques milliers, ou, enfin pas très loin de cette connectique-là. Et puis, maintenant, je vais vous parler d'un certain nombre d'exemples de tâches. Donc, quelles sont ces tâches dont on parlait tout à l'heure? J'ai déjà mentionné une, qui est le problème de la classification. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer à un système physique. Donc, la classification, on montre une image, on apprend des images, le chien ou le chat. On peut aussi penser à appliquer ça à des systèmes physiques. Vous verrez à la fin du cours d'aujourd'hui, je mentionnerai quelques exemples. Par exemple, on peut présenter à un système des données expérimentales et lui demander si on est dans la phase 1 ou dans la phase 2 du diagramme de phase, ou présenter des données Monte Carlo et apprendre à mon algorithme à reconnaître si on est dans la phase ferromagnétique ou paramagnétique, ou s'il y a un ordre. Alors ça, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais il faut le faire pour montrer que ça marche. Et puis ensuite, peut-être faire des choses plus sophistiquées, comme identifier le paramètre d'ordre quand il n'est pas évident. Donc ça, c'est un type d'application à la physique de cet algorithme de classification. Voilà. Alors ça peut être de l'apprentissage supervisé, par exemple, où on présente des données au système, en lui, qui est notre training set, notre ensemble de données sur lesquelles on va apprendre, où on dit, voilà, ça c'est un singe, ça c'est un chien, et ensuite on teste le modèle optimisé sur des données et on regarde sa capacité à généraliser. Alors ça, c'est un type de tâche, la classification. Un autre type de tâche, c'est, disons, la régression. Donc là, c'est un problème d'interpolation de fonctions. On ne connaît pas la fonction f de x, on a simplement un certain nombre de données qui représentent la fonction f de x sur des points discrets. Ça peut être des données brutées, et on cherche une fonction f de x et de θ qui interpole le mieux possible la fonction qu'on cherche. Bon, il y a toute une série d'autres exemples. Vous avez certainement tous utilisé des algorithmes de traduction. Un point qui est particulièrement important pour nous, qui est l'estimation d'une densité de probabilité, ou d'une probabilité sur un certain ensemble de variables. Donc ça, c'est d'une part quelque chose qui a transformé les méthodes de machine learning, puisque la grande transformation de ces méthodes, c'est qu'elles sont devenues probabilistes. Donc c'est ça qui a profondément transformé le succès des méthodes d'apprentissage. Et bien entendu, comme la fonction d'onde d'un système est liée à la probabilité d'une configuration en mécanique quantique, bien évidemment, toutes les méthodes qui ont été développées pour apprendre les densités de probabilité sont des méthodes qui vont nous intéresser particulièrement, comme vous allez le voir dans la suite. Voilà. Alors, on distingue en général un certain nombre de méthodes d'apprentissage, donc l'apprentissage supervisé, auquel j'ai déjà fait allusion. Donc, dans l'apprentissage supervisé, on donne à l'algorithme un certain nombre de données qui sont déjà étiquetées. C'est-à-dire, on va dire, voilà, cette image avec tous ces pixels, c'est un chat, cette image, c'est un chien, et on entraîne le modèle sur des données déjà étiquetées. Et puis, il y a l'apprentissage non supervisé, où on ne donne pas cette information à l'algorithme, et on présente simplement des configurations, des données, et l'algorithme doit lui-même classifier, doit lui-même arriver
à introduire une partition dans l'espace des données entre, disons, chat et chien. Alors, ceci étant dit, actuellement, la frontière entre ces deux choses est un petit peu floue. On peut dire, par exemple, que si dans la question de l'apprentissage supervisé, il s'agit en gros de reconstruire, si on le voit du point de vue probabiliste, il s'agit en gros de reconstruire une probabilité conditionnelle, et alors que dans le cas de l'apprentissage non supervisé, il s'agit de reconstruire une probabilité jointe, P de Y et de X. Bon, elles sont reliées évidemment par la fameuse relation de Bayes. Donc en fait, l'apprentissage supervisé et non supervisé peut quelquefois, la frontière entre les deux peut être relativement floue. Voilà, une troisième catégorie d'apprentissage qu'on mentionne souvent, c'est l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning. Donc là, on ne fournit pas l'algorithme des données étiquetées, mais au cours du processus d'optimisation, il y a un indicateur de succès, donc une sorte d'indice, on pourrait dire, qui aide à l'optimisation du système. Voilà, donc j'ai parlé de données, donc de quel type de données, de quelle taille, quelles sont les tailles d'espaces de données qu'on considère. Alors dans le contexte de la physique quantique, on le verra au cours des différents cours. Mais de nouveau, ici, un graphe tiré du livre de Goodfellow, Benjo et Courville, qui vous montre l'évolution d'ensemble de données typiques sur lesquelles les algorithmes de machine learning sont actuellement testés et entraînés. Quelque part ici, il doit y avoir un fameux ensemble de données qui s'appelle CIFAR 10. Je voudrais quand même mentionner d'un point de vue historique. Le CIFAR, c'est le Canadian Institute for Advanced Research. Et dans les années 2000, 2005 à 2015, le CIFAR avait lancé une initiative sur le machine learning, en particulier centrée autour de Hinton, mais également Benjo, LeCun, etc. Et cette collaboration CIFAR a joué un rôle énorme dans la révolution actuelle des méthodes d'apprentissage. Voilà, donc ça c'est un ensemble de données qui avait été produit à l'époque pour tester les algorithmes. Vous voyez que les tailles sont maintenant beaucoup plus grandes. Alors finalement, pour conclure cette introduction généraliste, pourquoi utiliser l'apprentissage, les algorithmes d'apprentissage dans le contexte de la physique quantique? Alors à un niveau extrêmement général, vu de très loin, c'est une chose très naturelle, puisque le machine learning, l'apprentissage, c'est en fait de l'algèbre linéaire appliquée dans un espace vectoriel de très grande dimension, comme vous allez le voir dans la suite du cours d'aujourd'hui. Et après tout, la physique quantique est aussi formulée comme, c'est aussi une théorie linéaire, puisque l'équation de Schrödinger est linéaire, qui est aussi formulée comme un problème d'algèbre linéaire dans un espace vectoriel de grande dimension, un espace de fonction, l'espace de Hilbert. Donc, les outils, a priori, peuvent être similaires. Et par ailleurs, à la fois le machine learning moderne et la mécanique quantique utilisent au cœur de leur approche des concepts probabilistes et statistiques. C'est ça qui a provoqué la transformation des méthodes d'apprentissage récentes. Et donc, là aussi, il y a une connexion assez directe. Et puis, il y a la question de grands espaces de données. Et l'application de ces méthodes est particulièrement utile quand on a des problèmes de mécanique quantique impliquant beaucoup de particules. Et comme vous savez, les espaces de Hilbert de ces problèmes à n-corps quantiques croissent exponentiellement avec la taille du système. Donc là, pour ceux qui aiment les grandes données, vous êtes servis. Donc voilà un certain nombre très qualitativement, un certain nombre de liens qui justifient le fait qu'on se soit intéressé à l'application de ces méthodes d'apprentissage et au développement de méthodes d'apprentissage pour la physique quantique. Donc, dans ce transparent-là, j'ai essayé de traduire dans le domaine de la physique quantique un certain nombre de tâches possibles. Et c'est juste
une sorte de mise en bouche, bien entendu, dans la suite du cours. À la fin déjà du cours d'aujourd'hui, je vais vous donner des exemples plus concrets avec des exemples d'articles qui abordent ces différents sujets. Donc j'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a la question de l'identification, de la classification des phases d'un système. Donc ça, c'est vraiment une question de classification. Elle peut être supervisée ou non supervisée. Et elle peut se faire soit à partir de données expérimentales, soit à partir de données numériques, de données, par exemple, générées par une simulation Monte-Carlo. Alors ça a été fait tout au début de l'application de ces méthodes à la physique quantique. S'il s'agit juste de dire, voilà des données Monte-Carlo, dites-moi si mon modèle Ising est dans la phase ferro ou paramagnétique, bon, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va transformer nos vies. Si en revanche, il s'agit de regarder des configurations d'un système pour lequel l'ordre n'est pas évident à trouver, et qu'on peut s'aider d'un algorithme d'apprentissage pour identifier un paramètre d'ordre non trivial dans le système, ça peut être particulièrement intéressant. Par exemple, on peut penser à des images ça a été fait, à des images de microscopie à effet tunnel, pour citer juste un exemple, qui génère énormément de données et pour lesquelles une analyse des ordres présents dans le système n'est pas forcément évidente, et chercher avec ce type d'algorithme des ordres qu'on n'aurait pas forcément détectés si facilement. Donc voilà, ça c'est la reconnaissance, disons, la classification des phases d'un système. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la tomographie quantique. Donc, de quoi s'agit-il? Donc là, de nouveau, on parle de données. Ça peut être des données expérimentales, de nouveau, ça peut être des données numériques. Et on se pose la question de savoir si, à partir de ces données, on peut reconstituer la fonction d'onde du système. Donc ça, c'est une question qui a été abordée depuis longtemps. Pas uniquement pas du tout au départ avec des méthodes d'apprentissage automatique, des méthodes de machine learning, mais qui a été pas mal transformée par ces méthodes. Et j'y consacrerai un cours introductif la fois prochaine. Et je pense que Juan Carrasquilla, dans quelques semaines, consacrera une partie de son séminaire à ce sujet. Bon, le cours de la semaine prochaine sera très introductif sur ce sujet, mais j'espère qu'il vous en donnera au moins les bases. Un autre exemple, c'est la certification de l'hamiltonien dans une expérience, par exemple. Donc, j'en parlerai pas au cours de ce cours, mais il y a un nombre de systèmes expérimentaux, par exemple des systèmes d'atomes froids, d'atomes de Rydberg, dans lesquels on réalise une simulation analogique d'un système quantique, mais on a évidemment du bruit expérimental, donc les couplages. On pense qu'on simule un certain hamiltonien, mais les couplages de cet hamiltonien ne sont pas exactement ceux qu'on veut réaliser expérimentalement, parce qu'il y a du bruit, des erreurs, des incertitudes. Et donc, on peut se servir de l'évolution temporelle du système, donc de mesures projectives successives à un certain nombre de tranches de temps, pour reconstituer la distribution des couplages. Ou pour reconstituer, ça c'est plutôt un problème de tomographie, pour reconstituer la fonction d'onde dont on est parti initialement, si on fait évoluer le système en temps. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler dans ce cours, mais les méthodes sont très similaires à celles que je vais présenter. Il y a aussi des méthodes de contrôle, donc utiliser en particulier des méthodes d'apprentissage par renforcement pour orienter l'évolution temporelle d'un système. Si par exemple on a une expérience dans laquelle il y a beaucoup de paramètres de contrôle, quelle est la trajectoire temporelle optimale, la séquence temporelle optimale qu'il faut appliquer à ces paramètres pour atteindre un certain but. Et puis, un grand domaine qui sera un peu au cœur des différents cours de la première moitié de ce cycle, qui sont donc la représentation des fonctions d'onde variationnelles, leur paramétrisation comme réseau de neurones. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure après la pause. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'application de ces méthodes d'apprentissage aux sciences des matériaux. Donc ça peut être soit pour améliorer
les approximations sur la fonctionnelle de densité, donc construire des nouvelles fonctionnelles de densité plus précises, soit pour simplement accélérer les méthodes de dynamique moléculaire. Donc là, il ne s'agit pas de faire mieux forcément que les méthodes de fonctionnelle de densité, mais il s'agit de s'en passer en partie au cours de l'évolution temporelle, ou simplement pour exploiter les grandes bases de données sur les matériaux et faire chercher des matériaux fonctionnels en utilisant ces grandes bases de données. Donc ça, c'est une sorte de panorama très rapide. À la fin du cours, de ce premier cours, je vous montrerai un certain nombre d'articles qui abordent ces différents sujets. Alors maintenant, je voudrais revenir un petit peu aux bases des méthodes d'apprentissage. Donc on vient de décrire T, les différentes tâches, de manière assez superficielle, les différentes tâches possibles. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de métriques de performance. Donc, ces métriques de performance, elles vont être appliquées aux données test. Donc, on a des données d'entraînement, de training set, sur lesquelles on va entraîner, c'est-à-dire optimiser nos paramètres. Et puis ensuite, on va tester la capacité du système à généraliser sur des données test. Et donc, ce qu'on veut, c'est évaluer la capacité de généralisation. Alors, je voudrais tout de suite vous dire qu'il s'agit ici d'un diagnostic. Il ne s'agit pas forcément de la fonction de coût qu'on va utiliser au cours de l'optimisation. Ça, c'est quelque chose que je vais décrire dans la suite. Pour optimiser nos paramètres, il va falloir définir une fonction de coût qu'on cherche à minimiser. Ce n'est pas forcément la même que notre métrique de performance. Ça peut être la même, mais ce n'est pas forcément la même. Donc, des exemples de métriques de performance. Bon, donc dans le cas de la classification, on utilise quelquefois quelque chose qui s'appelle le Zero-One Loss Error Rate. Bon, c'est tout simplement on compte 0 si on a reconnu que c'était un chat. Non, alors que c'est un chat, on compte 1, puis on compte 0 si ce n'est pas le cas. Et puis on fait la moyenne, voilà. Alors ça, c'est très simple, mais ce n'est pas différenciable. Donc c'est souvent utile que cet indicateur de performance soit différenciable. C'est indispensable si on va l'utiliser comme fonction de coût, bien sûr. Ce n'est pas forcément nécessaire si on veut l'utiliser juste comme indicateur de performance. Bon, après, il y a un certain nombre d'indicateurs statistiques que vous pouvez utiliser, qui sont les indicateurs statistiques classiques, l'erreur quadratique moyenne, l'erreur moyenne absolue, etc. Donc celle-là est souvent utilisée. C'est le plus souvent ce genre de choses que je vais utiliser dans la suite du cours. Donc l'erreur quadratique moyenne, c'est tout simplement la différence entre ce que nous donne l'algorithme. Donc le y, c'est ce que nous donne, c'est y égale f θ de x, hein, c'est la réponse du modèle, une fois qu'il a été entraîné. A, c'est la valeur absolue que cette chose devrait avoir. Donc c'est ce que, alors ça c'est encore un autre jargon du domaine, c'est ce que les gens appellent the ground truth value. Bon, voilà, donc A, je l'ai appelé absolu, mais les gens du domaine l'appellent the ground truth value. On fait la différence entre ce que notre modèle a donné et le ground truth value, on prend le carré, on fait la moyenne. Voilà, donc mean square error, tout à fait classique. Alors ces algorithmes dans la littérature de machine learning, enfin, c'est juste des notions statistiques générales, hein, c'est même pas du machine learning, c'est juste des stats, ont différentes réputations. Celui-là a par exemple la réputation d'être plus sensible aux données exceptionnelles à cause du carré, etc. Donc il y a des gens qui préfèrent celui-là qui prend la valeur absolue. Bon, je ne vais pas entrer dans ces discussions-là. Alors une chose qui va beaucoup nous servir dans la suite, c'est un indicateur de performance qui va aussi être souvent notre fonction de coût quand on cherche à optimiser, à prendre une distribution de probabilité. Donc là, c'est quelque chose qui va beaucoup nous servir. Et donc je vais passer un tout petit peu de temps à vous la décrire. Il s'agit du problème suivant. J'ai des données qui sont échantillonnées selon une distribution de probabilité P. Alors, retenez bien qui est P et qui est Q. P, c'est la distribution que je ne connais pas,
qui me génère mes données. Donc c'est celle que je vais apprendre en quelque sorte. Et puis Q, ça va être une distribution de probabilité approchée que je vais inférer à partir de ces données. Et je veux un indicateur qui me dise quelle est la distance dans l'espace des... Alors ce n'est pas une distance comme vous allez voir, mais en gros si P et Q sont très différents l'un de l'autre ou pas. Alors il y a pour ça une fonction qui s'appelle la divergence de Kullback-Leibler, qui est très utilisée dans la littérature et qui est construite de la manière suivante. J'ai essayé d'en rationaliser un peu la signification pour ceux qui connaissent la Phi-stat ou la théorie de l'information. Donc, si vous avez une distribution de probabilité P, donc celle qui génère les données et que vous ne connaissez pas, pour chaque événement, donc pour chaque valeur que prend la variable aléatoire x, dont P dépend, dont la distribution est décrite par P, la quantité d'informations associée avec un événement donné, selon Shannon, c'est moins log P, pour le log de la probabilité avec un signe moins. Donc là, si j'ai un ensemble de données, un échantillon grand X, qui peut être par exemple toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire petit x, ou un sous-ensemble, la quantité moyenne d'informations contenues dans cet ensemble, c'est l'entropie de Shannon, que vous reconnaissez certainement là pour les familiers de la physique statistique. C'est donc la moyenne de cette quantité sur les données, c'est donc la somme sur toutes les données de P de x, qui est la probabilité de chaque configuration fois moins log P. Alors maintenant, je vais vouloir approximer P par la distribution Q. Donc, si tout ce que je sais, c'est mesurer, tout ce que je connais, c'est Q, l'information moyenne dont je vais disposer, c'est somme pour mes données de P de x fois moins log Q, qui est l'entropie de Shannon estimée. Et la divergence de Kullback-Leibler, c'est tout simplement la différence entre ces deux quantités. C'est-à-dire la quantité d'informations moyenne contenue dans la vraie distribution, moins la quantité d'informations moyenne contenue dans ma distribution approchée. Donc c'est moins la somme sur mes données ou sur tout le domaine de définition, le support de ma variable aléatoire, de P fois log Q moins log P, que je peux réécrire somme de P log P sur Q. Voilà, donc c'est ça la divergence de Kullback-Leibler. Et vous voyez que, premièrement, cette forme est asymétrique. P et Q ne jouent pas des rôles symétriques dans cette quantité. Et donc, retenez simplement que celle qui apparaît une seule fois dans cette expression, ou qui est dire qu'elle est au dénominateur du log, c'est trompeur, parce que je peux écrire le log comme moins log de Q sur P. Donc celle qui apparaît une seule fois, c'est celle qu'on ne connaît pas. C'est celle qu'on estime. Et P, c'est la vraie distribution. On peut interpréter cette divergence de Kullback-Leibler dans la théorie de l'information comme si j'ai un code de transmission sur un canal qui est optimisé pour la vraie distribution P, c'est la quantité d'informations supplémentaires qu'il va falloir utiliser pour envoyer un message qui aurait été tiré selon P dans un canal qui a été optimisé pour la distribution approchée. Alors, voilà un certain nombre de propriétés absolument cruciales de cette divergence de Kullback-Leibler. Donc, c'est une quantité qui est positive ou nulle. Donc ça, c'est bien parce que je vais pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un principe variationnel. Et c'est une quantité qui est nulle si et seulement si les deux distributions sont égales. Alors pour ça, évidemment, il faut la calculer sur l'ensemble des données, l'ensemble du support de la distribution. Mais ce n'est pas une distance. En particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas symétrique et elle ne satisfait pas à l'inégalité triangulaire. Ce sont des conditions pour que ce soit une distance. Alors je voudrais rapidement prouver ces deux propriétés. Alors d'abord le fait qu'elle soit positive ou nulle, donc ça c'est pas très dur. Si je regarde moins la divergence, c'est la somme sur toutes les variables, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire de P log Q sur P. J'utilise le fait que log est plus petit que log x est plus petit que x moins 1. Ça c'est donc la somme
de P fois Q sur P moins 1. Ça, c'est la somme de Q moins la somme de P. Si je fais la somme sur toutes les valeurs que peut prendre la variable, chacune est normalisée à l'unité, donc ça fait 0. Voilà, donc j'ai prouvé que moins D est négatif, donc D est positif. Donc ça, c'était facile. Alors maintenant, je veux prouver l'autre sens, c'est-à-dire je veux prouver que... donc c'est très facile, évidemment, si P égale Q, D est 0, ça c'est trivial, mais je veux prouver l'autre direction, que si D est 0, alors P égale Q, qui va être essentiel pour que ce truc soit utile en pratique. Donc ça, c'est un petit peu moins évident. Et ça utilise ce qu'on appelle l'inégalité de Janssen. Je vais faire un tout petit dessin ici au tableau, qui est le fait que si j'ai une fonction strictement concave, la valeur moyenne de cette fonction est strictement plus grande que la fonction prise pour la valeur moyenne. Donc ça, c'est pas compliqué à voir sur un petit dessin. Si j'ai une fonction, alors qu'est-ce que c'est une fonction strictement concave? C'est une fonction qui est toujours au-dessus de sa tangente en chaque point. Voilà, bon, c'est pas tout à fait la tangente. Vous avez compris l'idée. Donc par exemple, moins log est une fonction strictement concave. Le log est une fonction qui est comme ça, et moins log est une fonction strictement concave. Alors maintenant, si vous prenez une fonction qui est comme ça, strictement concave, eh bien vous voyez que, donc, voilà, par exemple, fonction strictement concave, je prends deux valeurs, x1 et x2. Ça, c'est f de x1, où je l'ai appelé g dans ce transparent. Ça, c'est g de x1, et ça, c'est g de x2. Si je regarde la valeur moyenne de ces deux valeurs, c'est le point qui est là. Donc ça, c'est la valeur moyenne de G. Et puis la G de la valeur moyenne, c'est ici. Donc ce point est en dessous de celui-là. Donc voilà, c'est ça l'inégalité de Janssen. Et j'utilise ça. Donc si P et Q sont différents, sauf peut-être sur un ensemble de mesures nulles, je ne fais pas des maths ici. Donc vous voyez que moins log de Q sur P, moins log étant une fonction strictement concave, est plus grand strictement que moins log de Q sur P. Or, ça c'est la valeur moyenne par rapport à P. Q sur P, valeur moyenne par rapport à P, les P s'en vont, c'est la somme sur X de Q de X qui vaut 1 par normalisation, donc ça vaut 0. Donc ceci montre que si P et Q sont différents, sauf peut-être sur un ensemble de mesures nulles, la divergence de Kullback-Leibler est nulle. Et par conséquent, si cette divergence de Kullback-Leibler est nulle, la divergence de Kullback-Leibler est strictement positive, et donc si cette divergence de Kullback-Leibler est nulle, les deux distributions doivent être égales. Donc voilà comment ça se prouve. Alors, pour vous montrer l'efficacité des modèles génératifs de machine learning actuellement, je me suis amusé hier soir à poser la question à ChatGPT. Prouver que la divergence de Kullback-Leibler est nulle si et seulement si les deux probabilités de distribution sont identiques. Donc voilà la réponse. Donc la première partie est d'une parfaite logique. En gros, elle explique ce que c'est que la divergence de Kullback-Leibler, donc tout à fait correct. Et ensuite, il dit que pour prouver que c'est 0 si et seulement si, il faut prouver les deux sens de l'implication, ce qui est aussi parfaitement correct. Donc là, parfait, excellente réponse. Alors ensuite, le modèle se livre à la preuve de 1 et de 2. Alors évidemment, l'une des deux directions, c'est facile, donc je ne l'ai pas reproduite là. Mais pour prouver 1, qui est ce que je viens de faire ici avec l'inégalité de Janssen, voilà la réponse. Vous voyez que, supposons que la divergence de Kullback-Leibler et P et Q est 0, alors on a ça, qui est nul, et on vous explique que ça veut dire que P égale Q, parce que le log est une fonction non négative. Alors, bon, c'est un peu problématique parce que, comme vous savez tous, le log n'est pas une fonction non négative. Donc, ChatGPT n'a pas passé ce test. Je suis désolé de vous le dire. Mais je me suis un peu fâché. J'ai quand même dit cette preuve est incorrecte. Le log n'est pas une fonction. Le log peut être une fonction négative. Et le modèle est très poli. Il m'a répondu You are correct. Thanks for pointing that out.
Donc très très poli. Mais alors la suite est un espèce de charabia incompréhensible qui, en gros, est l'attitude du mauvais étudiant qui essaye de s'en tirer quand même. Donc voilà, j'en ai conclu ce petit proverbe latin qui est là. Bref, ChatGPT n'a pas réussi l'examen sur ce problème, qui est quand même pas très très dur. Bon, voilà, ça c'était pour vous détendre un peu. Peut-être GPT-4 le fera très bien, hein, c'est très possible. Alors, donc maintenant, je vais passer à un sujet qui est absolument central dans l'utilisation, enfin dans la mise en place des algorithmes d'apprentissage, qui est la minimisation d'une fonction de coût par les algorithmes de descente de gradient ou de descente de gradient stochastique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'indicatifs de performance. J'ai dit qu'ils n'étaient pas forcément la quantité qu'on allait essayer de minimiser. En pratique, donc j'ai ma fonction, j'ai la fonction f θ de x. Alors, j'écris θ et x comme ça, mais bien entendu que θ, c'est un grand vecteur, et x, c'est aussi un grand vecteur. Donc, j'ai la fonction f θ de x que je veux optimiser, et je veux l'optimiser en lui fournissant un certain ensemble de données qui va s'appeler ici les xj et yj, et il y en a m. Et donc pour ça, j'ai besoin d'une fonction de coût que je vais minimiser. Donc je vais supposer que ma fonction de coût s'appelle ici L, loss function. Je vais supposer que cette fonction de coût, c'est simplement une somme ou une moyenne sur l'ensemble des données fournies à l'algorithme. Donc c'est une somme de g égale 1 à m, 1 sur m, pour faire la moyenne, d'une petite fonction L qui dépend de y et f θ de x. Et donc, le but du jeu, c'est d'optimiser les paramètres θ. Donc, on verra des choix de cette fonction de coût plus tard. Ça peut être, par exemple, si je cherche à apprendre une densité de probabilité, ça peut être, et c'est en général, la divergence de Kullback-Leibler. Évidemment, quand ça va être de la mécanique quantique du problème à une corps, ça va être l'énergie variationnelle du problème, en fonction de coût. Donc, on va utiliser une méthode très simple pour optimiser cette fonction, qui est simplement un algorithme de descente de gradient, qui consiste à faire la chose suivante. On prend un point dans l'espace des paramètres, donc encore une fois, les θ, c'est les paramètres que je cherche à optimiser. Concrètement, vous allez le voir dans la suite, f θ de x va être représenté par un réseau de neurones, et les θ, ça va être l'ensemble des connexions et des biais entre et sur les différentes couches. Donc, je vais développer cette fonction de coût pour une petite perturbation des paramètres. Donc, je peux développer le terme du premier ordre, le terme linéaire fait intervenir le gradient de la fonction de coût dans cet espace de grande dimension, et puis le terme suivant quadratique fait intervenir la matrice des dérivées secondes. Ces quantités sont définies ici, qui s'appelle le SIA. Voilà. Alors, maintenant, je vais décider de faire un tout petit déplacement dans l'espace des paramètres selon la règle suivante. Je vais simplement descendre dans la direction du gradient. Donc, je vais introduire un petit paramètre eta, qui est mon taux d'apprentissage, et je vais descendre dans la direction opposée au gradient. Donc, je pense que j'ai un dessin quelque part. Donc, vous voyez ici, si le gradient de θ est positif, à ce moment-là, je me déplace vers la gauche. Si le gradient de θ est négatif, je me déplace vers la droite, hein, comme je ne sais pas où, comme ici. Et donc, si je fais ça par petits pas, je vais finir par arriver à un minimum. Ce minimum n'est pas un minimum, n'est pas nécessairement le meilleur minimum, ça peut être un minimum local. Et vous voyez aussi sur ce dessin que j'ai emprunté à ces notes de cours, Anna David et collaborateurs, vous voyez ici sur ce dessin qu'il est essentiel de se déplacer par petits pas. Si vous déplacez trop vite, là on dit qu'on va bouger dans une certaine direction. Le gradient est positif, je vais à gauche. Le gradient est négatif, je vais à droite. Mais vous voyez que là on sort, parce qu'on fait des pas beaucoup trop grands. D'un autre côté, si vous faites des pas beaucoup trop petits, vous n'avancez jamais.
Donc il faut adapter le taux d'apprentissage, le eta, et on va voir dans un instant éventuellement comment faire ça. Voilà, donc si eta est petit, que le déplacement est infinitésimal, ce terme, qui est le terme linéaire, et qui provient du terme linéaire, est plus grand que le terme quadratique, et donc effectivement j'ai descendu la fonction L, j'ai abaissé la fonction de coût en faisant ça. Voilà. Alors, cet algorithme de descente de gradient, il peut évidemment se retrouver coincé dans des minima locaux, et il y a toute une série d'algorithmes, state of the art, disons, qui ont été développés de manière semi-empirique dans la communauté de l'apprentissage pour améliorer c'est la version naïve ici qui n'est pas celle qui est utilisée en pratique, en particulier le Adam Optimizer, qui utilise les gradients à des étapes précédentes, utilise les configurations à des étapes précédentes, etc. Je vous donne une référence ici, vous pouvez aller voir ce genre de choses, mais le web est plein d'exemples d'algorithmes de gradients, disons, qui sont à l'état de l'art. Je reviendrai sur le calcul du gradient dans quelques instants. Donc, juste une petite note historique, l'algorithme de descente du gradient remonte à Louis-Augustin Cauchy, apparemment. Si ça vous intéresse de regarder l'historique de ça, vous pouvez regarder cet article. Alors, en pratique, il faut calculer ces gradients, et la fonction de coût, c'est une somme sur un très très grand nombre de données. Donc, ça va être très coûteux de calculer le gradient complet. Et donc, on utilise une version stochastique de cet algorithme. Enfin, c'est une manière de faire, qui consiste à diviser l'espace des données, enfin les données, en mini-batch, donc en petits sous-ensembles de MB données, qu'on va échantillonner, et puis d'échantillonner le gradient sur ce mini-batch. Donc, c'est ce qu'on appelle le moyenné sur les choix d'échantillonnage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de descente de gradient stochastique. Donc, vous voyez que, disons, là aussi, j'emprunte ça à ces notes de cours. Donc, vous définissez un taux d'apprentissage, vous signalisez θ, vous randomisez votre espace de données, vous faites une permutation des données, vous choisissez les M premières, et puis vous évaluez les gradients sur ce mini-batch, vous descendez la fonction, etc. Voilà comment marche l'algorithme de gradient stochastique. Alors, cet algorithme de gradient stochastique, en fait, il a plusieurs problèmes dans sa version que je viens de donner là. Il n'est pas invariant par choix si je change la définition de ma métrique sur l'espace des paramètres. Donc, si j'ai une certaine définition de la distance dans l'espace des paramètres et une autre définition de la distance, les deux algorithmes de descente de gradient naïfs ne vont pas se comporter de la même manière. Et par ailleurs, on peut se poser la question de quelle est la métrique la plus naturelle sur l'espace des paramètres. Donc ça, c'est des questions qui ont été posées assez tôt dans le domaine de l'apprentissage par cet article bien connu. Et dans le domaine des méthodes variationnelles Monte-Carlo en physique quantique, ça porte un autre nom, mais en gros c'est la même chose, qui est la reconfiguration stochastique, qui est une idée de Sandro Sorella, qui malheureusement nous a quittés récemment. C'est une des grands artistes du Monte-Carlo variationnel, grands experts du Monte-Carlo variationnel, et des différentes méthodes Monte-Carlo en physique, qui est disparu tragiquement et trop tôt l'année dernière. Donc, quelle est l'idée derrière tout ça? L'idée, c'est de généraliser cet algorithme de descente de gradient au cas où on a une distance dans l'espace des paramètres qui n'est pas nécessairement la distance euclidienne, donc pour lequel il y a une métrique plus compliquée. Donc, supposons que si je prends deux points dans l'espace des paramètres qui sont séparés par une petite quantité infinitésimale,
supposons que je me donne une métrique, G, un tenseur, dans l'espace des paramètres, de sorte que la métrique au deuxième ordre en θ est donnée par la distance au carré, est donnée par cette expression. Et donc maintenant, je vais minimiser ma fonction de coût, mais en me donnant comme contrainte que la distance parcourue dans l'espace des paramètres est fixée égale à epsilon. Donc c'est un problème de minimisation sous contrainte maintenant, et je peux présenter ça comme un problème de Lagrangien. Donc je définis un multiplicateur de Lagrange mu qui est conjugué à la contrainte, méthode classique quand on fait de l'optimisation sous contrainte. Donc je pensais l'avoir écrit, oui c'est ça, qui est écrit ici. Et vous voyez que dans cette, donc ça c'est mu fois la contrainte, epsilon c'est la distance, et j'ai écrit ici la différence entre la fonction de coût pour θ et pour θ plus delta θ, mais je me suis limité à l'ordre delta θ. Alors entre parenthèses, c'est un petit peu bizarre parce que la métrique est quadratique en θ, et là je n'ai pas inclus les termes de Hessien. Vous pouvez généraliser cet exercice au cas où j'inclus aussi le terme de Hessien pour que tout soit, je dirais, développé à l'ordre delta θ carré. Et ça vous donne des schémas d'ordre supérieur, du genre Newton-Raphson, mais qui nécessitent le calcul de Hessien. Donc en général, on ne veut pas faire ça parce que c'est trop lourd. Donc c'est pour ça que ici, on s'est limité au développement au premier ordre en θ. Alors vous minimisez cette expression et vous obtenez immédiatement que delta θ, c'est moins 1 sur 2 mu fois l'inverse du tenseur métrique fois le gradient. Donc vous voyez qu'on a généralisé l'algorithme de descente de gradient à ce qu'on peut considérer comme la métrique naturelle sur l'espace des paramètres, et ça fait intervenir l'inversion du tenseur métrique. Quand cette inversion pose un problème, et ça c'est un truc que les gens de l'apprentissage aiment bien faire, on peut brutalement régulariser en rajoutant une petite constante à la matrice, par exemple. Alors, pour finir cette minimisation, il faut maintenant déterminer. Donc vous voyez que ce qui joue le rôle dans cette interprétation, ce qui joue le rôle du taux d'apprentissage eta, c'est l'inverse du multiplicateur de Lagrange. Et donc pour finir la chose, il faut déterminer mu. On peut vouloir déterminer mu en implémentant la contrainte. Alors là, j'ai l'impression que dans la littérature sur l'apprentissage, les goûts et les couleurs varient. Il y a des gens qui utilisent ça en fixant simplement mu. Et puis il y a des gens qui, en fait, adaptent mu en implémentant la contrainte. Donc si vous implémentez la contrainte, vous reportez simplement cette expression dans celle-ci. La dérive par rapport à mu me dit que la contrainte est égale à 0. Donc ça me détermine mu. Donc vous trouvez à ce moment-là cette relation, vous trouvez que mu est donné par l'équation epsilon carré égale 1 sur 4 mu 2 fois g-1 sandwiché entre les deux gradients. Alors j'utilise ici la notation des bras et des quêtes. Après tout, c'est un cours d'apprentissage pour la physique quantique. Vous ne trouverez jamais une expression écrite comme ça dans la littérature sur l'apprentissage. Vous allez toujours trouver gradient θL transposé fois g-1 fois gradient θL. C'est très moche, c'est transposé. Alors, j'ai décidé que j'allais utiliser des bras et des quêtes partout. Voilà. Donc ça, c'est l'expression explicite pour le cas où ça ne serait pas clair. Alors vous voyez que si j'utilise cette expression et que je la remplace dans cette expression-ci, j'obtiens une expression très simple du pas en θ que j'ai effectué, qui est la distance que je veux conserver fixe, fois cette quantité qui est en gros normalisée. Voilà. Et puis le déplacement la descente de ma fonction de coût est donnée par cette expression. Encore une fois, vous pouvez étendre ce type de schéma, des schémas de type Newton-Raphson qui impliquent le Hessien. Et puis, vous pouvez continuer ça pour aller jusqu'aux méthodes, je dirais, état de l'art de descente de la fonction de coût, comme Adam ou Ada delta. Par exemple, dans cette référence ici, il y a une comparaison qui est déjà ancienne. Il y a une comparaison entre différentes méthodes de descente de gradient. La méthode Ada delta, par exemple, elle utilise une expression qui est très similaire à celle-ci, mais elle utilise en plus la connaissance des gradients et des valeurs de θ sur des
des étapes antérieures de l'optimisation. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce genre de choses au cas où on veut apprendre une distribution de probabilité. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage d'une distribution de probabilité, c'est quelque chose qui va être important dans le contexte de la mécanique quantique. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser la divergence de Kullback-Leibler comme une notion de proximité, je ne dis pas de distance parce que ce n'est pas vrai, mais de proximité entre deux distributions de probabilité. Donc on va aussi utiliser cette divergence de Kullback-Leibler comme notre distance dans l'espace des paramètres. Je vais aussi l'utiliser comme ma fonction de coût, mais là c'est autre chose. C'est la distance dans l'espace des paramètres. Donc supposons que j'ai deux distributions de probabilité estimées, correspondant à une valeur θ des paramètres estimés et une valeur θ' des paramètres estimés. Je vais définir ma distance comme la divergence de Kullback-Leibler entre θ et θ'. Alors vous pouvez développer cette expression au deuxième ordre et vous trouverez facilement que le carré de cette distance est donné par un tenseur métrique, comme j'avais, donc alors delta θ carré, comme j'avais précédemment, et ce tenseur métrique est donné par cette expression qui s'appelle en statistique l'information de Fisher, ou en théorie de l'information de Fisher, et qui est généralement interprétée de la manière suivante comme étant l'information qu'on peut obtenir sur un certain paramètre θ à partir d'un échantillon X de données. Voilà, donc retenez simplement que le tenseur métrique est donné par l'information de Fisher et qu'elle fait intervenir une moyenne sur toutes les valeurs de la variable aléatoire fois la dérivée logarithmique des distributions par rapport aux paramètres θ. Alors vous verrez dans la suite, dans le cours de tout à l'heure, que ce tenseur métrique a en fait une interprétation dans le contexte quand les P sont plus des P mais sont des fonctions d'onde. C'est ce qu'on appelle le Geometric Quantum Tensor. Je ne vais pas du tout présenter ici des choses sur les calculs des gradients en pratique. Donc il existe toute une série d'algorithmes, enfin le cœur des algorithmes qui permettent de faire ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes de différenciation automatique et de backpropagation. Backpropagation, c'est en fait l'application systématique de la règle des dérivés, chain rule, des dérivés composés de fonctions, de manière à pouvoir récursivement calculer à bas coût ces gradients. Je ne vais pas couvrir ça dans le cours, parce que c'est vraiment des maths appliquées et de l'algorithmique. Vous pouvez les regarder sur le web. Alors, on en arrive maintenant, je dirais, au cœur du sujet, qui est comment est-ce qu'on va paramétriser la fonction f. Donc, qu'est-ce que c'est les réseaux de neurones qui vont nous permettre de paramétriser la fonction f. Donc, différentes architectures de réseaux de neurones, c'est différentes paramétrisations. Et dans le cours de cette série de cours, on va voir plusieurs exemples. Donc, je vais tout de suite vous parler des perceptrons à plusieurs couches, qui sont, je dirais, l'exemple canonique qui existe depuis des décennies dans le domaine de l'apprentissage, aussi beaucoup étudié en physique statistique, parce qu'il se prête à des calculs exacts de capacité dans certaines limites, comme le célèbre calcul de Gardner. Une autre architecture, c'est les machines de Boltzmann restreintes, Restricted Boltzmann Machine, ou RBM, que vous allez voir tout à l'heure après la pause, dans le contexte des états quantiques neuronaux. Mais il y a toutes sortes d'autres architectures. Il y a des architectures qui implémentent explicitement des symétries, en particulier l'invariance par translation, ce qui est le cas des réseaux de neurones convolutionnels. Donc ça a été extrêmement important
dans les développements depuis 15 ans des méthodes d'apprentissage. Je ne vais pas en parler aujourd'hui du tout, dans aucun des deux cours, et on les verra apparaître certainement dans certains des séminaires. Et puis, il y a des architectures différentes, comme les réseaux de neurones autorégressifs ou réseaux de neurones récurrents, que vous verrez peut-être apparaître au début des séminaires, mais certainement dans le séminaire de Juan Carrasquilla, et qui sont en particulier très utilisés dans les algorithmes de langage, de Natural Language Processing et de traduction. Alors, on va juste commencer tout simplement par le perceptron, et on va commencer par décrire un neurone. Donc, quand j'ai dit neurone, il s'agit bien sûr d'un petit algorithme, donc c'est un neurone artificiel, et je ne prétends pas que ce neurone a une connexion profonde avec ce qui se passe dans notre cerveau, mais il est bien évident que dès le début de ces méthodes d'apprentissage et de l'intelligence artificielle, l'inspiration vient de ce qu'on avait appris sur les neurones réels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un neurone artificiel ? C'est un agrégateur qui prend un certain nombre d'inputs, donc de données, x1, xn, qui les pondère par des poids. Donc, les poids sont souvent représentés par les connexions qui entrent dans le neurone en question, et puis qui font la somme, donc qui pondèrent ces données par ces poids, qui font la somme, qui ajoute un biais, qui s'appelle ici B, qui est simplement une constante. Donc ça, c'est, je prends des données et je fais cette fonction affine de ces données. Et puis, j'applique à cette fonction affine une transformation non linéaire, S. Alors, cette transformation non linéaire S, elle peut prendre toutes sortes de formes différentes. Et il y a tout un savoir empirique sur lesquels marche mieux. Une forme extrêmement populaire dans le domaine du machine learning, c'est ce que les gens appellent le rectifier linear unit, qui est un grand mot pour dire que c'est tout simplement la fonction qui vaut 0 quand x est négatif et x quand x est positif. Donc, le célèbre ReLU, qui est très utilisé. D'une manière générale, cette fonction S va être une fonction, disons, sigmoïdale, qui va tendre vers 0 à x négatif et tendre vers une valeur constante à x positif. Ou pas forcément, vous voyez, ReLU, c'est même pas ça. Et dans la suite des quelques transparents qui viennent, je vais souvent utiliser la sigmoïde, tout simplement 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Il y a toute une littérature dans le domaine pour savoir lesquelles de ces fonctions marchent mieux. Je ne vais pas trop vous parler de ça. Donc ça, c'est une unité. Je fais entrer un signal constitué de n variables, je forme cette fonction affine, je lui applique une transformation non linéaire. On peut combiner ça pour former des perceptrons à plusieurs couches. Donc regardez bien celui-là, parce qu'on va s'en servir dans la suite. C'est tout simplement un perceptron à une couche cachée. Donc qu'est-ce que ça veut dire une couche cachée ? Ça veut dire qu'il y a une couche d'entrée, qui est la couche par laquelle je code mes inputs. Par exemple, ici, ça peut être n bits, n variables binaires, chacune valant 0 et 1, qui va être ma couche d'entrée, qui va me permettre de coder ma couche d'entrée. J'envoie cette configuration sur une couche dite cachée. Chacun de ces neurones verts va être de ce type. C'est-à-dire que je prends les données qui parviennent à ce neurone, ici, je lui applique la transformation affine. Donc, ces connexions ici, entre ce neurone rouge et tous les autres neurones verts, ont chacune des connexions à un poids W. Et je lui ajoute un biais qui dépend du neurone. Donc, chacun des neurones a un biais, B1, B2, etc. Et puis ensuite, je peux recombiner tous ces S en leur appliquant de nouveau un poids pour me donner le signal de sortie qui va être donc sur la couche de sortie ou output layer. Donc, si j'écris ce que fait ce graphe, il consiste sur un neurone donné du signal de la couche de sortie, donc que j'ai indexé par I2, hein, donc ça serait 0, 1, 2, je les ai étiquetés comme ça.
Donc, sur un neurone donné I2, le signal de sortie est donné par la somme pour tous les neurones dans la couche cachée des connexions qui relient I1 et I2 avec leur poids, fois le signal d'activation fourni par le neurone vert, plus le biais fourni par le neurone vert. C'est souvent commode d'écrire le poids à droite du signal d'activation, puisqu'on va de la gauche vers la droite. Ce qu'on appelle aussi feed-forward neural network. Et donc après, je peux répéter ce processus. On a vu que A était donné par la sigmoïde qui prend les données en input X, leur applique les poids W, donc de nouveau j'ai mis X à gauche et les poids à droite, plus les biais. Donc au final, ce perceptron a une couche cachée, une couche d'entrée, une couche de sortie. C'est tout simplement cette fonction non linéaire-là. Et les paramètres que je vais vouloir optimiser, c'est les poids W, 0, donc les poids qui sont associés à ces connexions-là, entre la couche 0 et la couche 1, les poids W1 entre la couche 1 et la couche 2, et les biais sur la couche de sortie et la couche cachée, pour un choix donné de la fonction S, qui peut être par exemple la sigmoïde. Donc qu'est-ce que c'est finalement un réseau de neurones? C'est juste une paramétrisation d'une fonction de beaucoup de variables par une fonction qui fait intervenir une transformation non linéaire, des transformations affines et une transformation non linéaire, et qui va être adaptative. C'est tout simplement ça. Et puis, vous pouvez continuer à combiner ces données de cette manière et vous entrez dans le monde merveilleux de l'apprentissage profond. Donc voilà un peu le concept général. Alors, ce que je voudrais faire dans les quelques minutes qui me restent, et je suis assez en retard par rapport au programme ambitieux que j'avais défini, c'est de vous donner une idée de pourquoi ça marche. Alors, il y a des théorèmes qui sont des théorèmes d'approximation universelle, dits théorèmes d'approximation universelle. Une référence très souvent citée, c'est cet article ici de 89 de Sebenko qui s'appelle Approximation by Superposition of Sigmoidal Functions. Vous pouvez aussi regarder une référence qui m'a été signalée par Filippo Vicentini, qui est là-bas, qui va nous faire le séminaire cet après-midi, qui est cette référence ici, beaucoup plus récente. Il y a d'autres articles célèbres sur ces théorèmes d'approximation universelle. Et pour en comprendre le sens, je vous renvoie au cours de Stéphane Mala, ici au Collège de France, en particulier la conférence du 20 février 2019, qui est disponible sur YouTube et sur le site du Collège, où vous verrez une analyse de pourquoi ces représentations universelles, pourquoi ces théorèmes de représentation universelle sont corrects, en utilisant des méthodes d'analyse de Fourier, qui est très très bien expliqué par Stéphane. Donc, que nous dit ce théorème, par exemple dans l'article de Sebenko, il nous dit la chose suivante. Je prends une fonction, je vais considérer mon perceptron à une couche cachée, et donc la fonction sigmoïde, elle est uniquement sur les neurones verts de la couche cachée, et ce théorème est vrai pour n'importe quelle fonction sigmoïdale. Pas forcément juste la sigmoïde, c'est n'importe quelle fonction qui vaut 0 à moins l'infini, 1 à plus l'infini. J'imagine qu'elle doit être, il faut qu'elle soit continue quand même, mais j'en suis même pas sûr, il faut aller regarder le papier. Elle n'est même pas forcément monotone. Bon, imaginons juste la sigmoïde, juste pour fixer les idées, et je considère une fonction f qui va être, pour simplifier, une fonction de l'intervalle 0,1 puissance d, input, vers r puissance d, output. Donc ça peut être une fonction d'un hypercube vers un vecteur de dimension quelconque, mais pour juste les besoins de la cause, vous pouvez juste penser de l'intervalle 0,1 vers r, par exemple. Donc il s'agit juste de paramétriser une fonction de 0,1 vers r. Et on va essayer de faire ça avec une seule couche cachée. Donc le perceptron a une couche cachée. Et donc le théorème nous dit que pour tout epsilon positif, il existe un perceptron à une couche cachée, donc un approximant par la fonction n de x qui est ici. Donc là, j'ai changé un peu les notations pour les besoins du transparent suivant. Les biais s'appellent toujours B, les connexions entre la couche d'entrée et la couche cachée s'appellent W,
et les connexions qui connectent les neurones verts aux neurones bleus s'appellent H, comme hidden. Voilà. Donc, et comme height aussi, comme vous allez voir. Donc c'est la même chose, à part que les H ici, ceux-là, s'appelaient W dans le transparent suivant. Et donc le théorème, c'est que pour tout epsilon, il existe une fonction n de x, donc ça veut dire un choix de W, de B et de H, tel que cet approximant au sens d'une certaine distance sur l'espace des fonctions soit plus petit que epsilon. Alors, ça c'est le théorème. Notez bien que ce théorème ne dit absolument rien sur le nombre de paramètres nécessaires. Ça c'est un point important sur lequel je vais revenir. Alors, pourquoi ce truc marche? Alors, j'emprunte ici cet argument à la thèse de Javier Robledo Moreno que j'ai mentionné tout à l'heure, qui s'est lui-même inspiré en partie de ce livre online de Michael Nielsen, juste pour faire sentir pourquoi ce truc marche. Donc commençons par regarder ce qui se passe quand j'ai un neurone d'entrée, un neurone caché, un neurone de sortie. Donc c'est un problème avec un paramètre W, un paramètre B. Si j'ai juste un truc, la connexion de sortie ne joue pas un grand rôle, donc j'ai normalisé à 1. Donc quelle est cette fonction? Donc vous voyez que bien évidemment le W, et j'applique à ce qui se passe dans le neurone vert ici, c'est la sigmoïde, 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc, bien évidemment, W règle la largeur de la sigmoïde. Si W est petit, j'ai une sigmoïde comme ça. Si W vaut 400, par exemple, ici, j'ai en gros une fonction θ. Donc, W va me permettre de régler la pente. Et puis, le rapport B sur W va régler l'endroit où se trouve la discontinuité, en gros, enfin le point d'inflexion de la fonction. Donc la fonction se met à croître à une valeur de x qui vaut moins b sur w que j'ai appelé ici s, juste pour vous confusionner un peu. S n'a rien à voir avec la sigmoïde s de x. Voilà, c'est l'endroit où est le step. Voilà, donc vous voyez ici des exemples avec différents s. Donc ça, c'est ce que fait un neurone. Alors maintenant, je vais regarder ce que font deux neurones dans la couche cachée, toujours avec un seul neurone d'input et un seul neurone d'output, quand je décide que, pour une raison ou une autre, les connexions de sortie sont opposées. Donc ici j'ai H, ici j'ai moins H. Alors voilà en gros la fonction, j'ai remplacé la sigmoïde, j'ai supposé que W était grand, que je pouvais remplacer la sigmoïde par la fonction θ. J'aurais pas dû écrire signe ici, j'aurais dû écrire θ. C'est pas très grave. Et donc, vous voyez ici, ce que vous fabriquez, c'est une fonction créneau. B1 et B2 sur W me permettent de régler la fenêtre où cette fonction créneau est non nulle. Et H, comme height, permet de régler la hauteur de cette fonction créneau. Voilà. Alors après, vous combinez ces neurones de cette manière-là, et vous voyez que vous pouvez fabriquer quelque chose comme ça. Et puis, quand vous en combinez beaucoup, eh bien, vous faites tout simplement une approximation de la fonction par une série de fonctions constantes, de marche, de hauteur et de largeur réglables. De cette manière-là, donc ça c'est l'approximation d'une certaine fonction qui est une combinaison de cosinus par une couche cachée de 40 unités, ici de 200 unités, etc. Donc vous voyez que vous pouvez construire de cette manière une série d'approximations qui convergent vers la fonction finale. Et le point important, c'est que ces fonctions s'adaptent. Donc c'est très similaire à l'analyse de Fourier, si vous voulez, à part que dans l'analyse de Fourier, où la forme des fonctions est fixée à l'avance. Ici, vous choisissez des fonctions qui sont adaptatives. Et il y a toute une littérature, dans la littérature sur l'apprentissage, qui remonte même à des travaux de Kolmogorov sur le 13e problème de Hilbert, paraît-il, qui est peut-on représenter n'importe quelle fonction par une somme de fonctions non linéaires, etc. etc. Voilà. Mais en gros, ça, je pense que ça fait comprendre intuitivement pourquoi ce type d'approximation marche. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer la conclusion de cet article de Sibenko 89, qui insiste sur le fait que ce théorème prouve seulement l'existence
et ne dit rien sur le nombre de termes, c'est-à-dire le nombre de neurones, le nombre de paramètres de mon modèle qui vont être nécessaires pour atteindre une certaine approximation. We suspect quite strongly that the overwhelming majority of approximation models will require astronomical numbers of terms. Et donc, une des choses importantes, c'est évidemment l'approximation en un sens probabiliste du système. En fait, ces théorèmes d'universalité, de représentation universelle, on peut peut-être les comparer un peu à ce qu'est l'ergodicité en mécanique statistique, c'est-à-dire c'est une chose dont on est content quand elle s'applique, mais qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec la raison pour laquelle la mécastat marche vraiment. Comme vous savez probablement tous et toutes, si on attendait qu'un système explore l'ensemble de ses configurations pour que la mesure de Boltzmann soit correcte, il faudrait attendre bien plus que l'âge de l'univers. Et ce n'est pas en fait à cause du théorème ergodique que la mécastat fonctionne. C'est parce qu'on échantillonne un certain nombre de configurations typiques et que seulement ces configurations typiques sont nécessaires en beaucoup plus petit nombre que l'ensemble de l'espace des phases pour réaliser la mesure de Boltzmann. Bon, je peux vous renvoyer à cet article que j'ai déjà cité tout à l'heure pour des considérations plus modernes sur ces questions. Alors, c'est l'heure de la pause. Je n'ai pas exactement atteint mon objectif. Je voulais encore vous parler d'un certain nombre de choses et je vais le faire au début du cours suivant. Voilà, donc on reprend dans une demi-heure à 11h30. Donc, je finis rapidement ces notions générales sur le machine learning et ensuite je vais passer à la partie qui était formellement le cours 2 sur les états quantiques neuronaux. Donc une notion importante, c'est ce compromis entre biais et variance, que je vais décrire encore une fois vraiment rapidement. Donc quand vous avez des données à interpoler, si vous avez peu de paramètres, vous allez typiquement mal interpoler ces données. Donc vous voyez ici, c'est un exemple, encore une fois, j'ai emprunté ça à ces notes de cours que vous trouverez sur Archive. C'est un exemple plutôt un problème de classification, disons, dans un espace à 2 dimensions, on a un ensemble de données, des croix et des cercles, et on veut en gros partager ces choses entre 2 catégories. On pourrait faire la même chose avec tout simplement une fonction qu'on interpole connaissant des points discrets. Alors vous voyez qu'ici, assez manifestement, ça c'est probablement du bruit. Donc si on a peu de paramètres dans notre fit, par exemple si notre fit est simplement linéaire, on va évidemment avoir une très mauvaise frontière interpolante. Et donc le biais, que je vais définir précisément dans quelques instants, va être grand. En revanche, si je me donne énormément de paramètres pour ma fonction, typiquement, si je faisais l'interpolation d'une fonction, vous pouvez imaginer que je fais une interpolation polynomiale. Si je fais croître le degré du polynôme qui va interpoler mes données, à partir d'un certain moment, votre degré du polynôme va être suffisamment grand pour passer à travers tous les points de données que vous avez. D'accord ? Mais ça va nous donner une fonction qui est très irrégulière et qui va donc avoir des propriétés de généralisation très mauvaises. Donc, en particulier, si vraiment vous avez beaucoup de paramètres et que vous avez des données bruitées, vous allez fitter le bruit et donc les propriétés de généralisation seront mauvaises. Dans ce régime-là, c'est la variance qui est grande. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de compromis biais-variance. Je vais vous le montrer mathématiquement dans un petit instant. Donc, intuitivement, on peut penser qu'il y a une sorte d'optimum où la fonction interpolante est une fonction qui n'a pas trop peu de paramètres pour être dans cette situation et pas trop de paramètres pour vous commencer à interpoler le bruit ou à fitter le bruit. Alors vous allez voir que cette notion-là, qu'on trouve dans tous les livres de machine learning, elle est peut-être même un peu remise en cause aujourd'hui. Je vais vous le montrer dans un ou deux transparents. Mais je voudrais juste préciser ce que je veux dire par compromis entre biais et variance. Donc supposez que vous avez un ensemble de données, ou plusieurs batchs, plusieurs échantillons de données, qui sont donc des points y, x, et que ces données sont bruitées. C'est-à-dire que l'output y, c'est la fonction que je cherche à reconstruire, f de x, f c'est la fonction exacte,
plus un bruit epsilon, qui est une variable aléatoire. Ce qui va toujours être le cas en pratique. Donc, par exemple, ça, on peut considérer que c'est un bruit. Et donc, vous avez un ensemble discret de données. Maintenant, je vais prendre des moyennes sur la fonction d'erreur, que je vais prendre ici comme étant le carré moyen des erreurs, donc mean square error. Je vais prendre la moyenne à la fois sur l'ensemble des paramètres qui sont stochastiquement estimés sur ces ensembles de données et sur le bruit des données elles-mêmes. Donc la moyenne, les crochets vont désigner une moyenne sur toutes ces variables-là. Donc qu'est-ce que c'est pour un point donné? Qu'est-ce que c'est la différence, l'erreur en termes des mean square error? Ça va être la différence entre ma fonction estimée, fθ de x, et les données f de x plus epsilon avec leur bruit. Je prends le carré et je prends la moyenne. Alors c'est un petit exercice d'algèbre très simple. Vous pouvez prendre cette quantité et la transformer sous cette forme-là. Vous pouvez montrer que l'erreur, c'est la somme de trois termes. Il y a évidemment la variance du bruit. Bon, ça, vous n'arriverez jamais à faire mieux, parce que vous ne pouvez pas faire mieux que le bruit dans les données que vous avez. Et puis, la somme de deux termes qui sont la variance, donc la différence entre fθ de x et sa moyenne au carré moyen, et puis le biais, qui est la différence entre la vraie fonction f de x et l'estimation. Donc la moyenne de l'estimation. Encore une fois, la moyenne sur toutes ces variables aléatoires. Donc vous voyez que ça quantifie un petit peu cette notion, que dans ce régime, c'est le biais qui conduit à une grande erreur, puisque, par exemple, ce point va être loin des données elles-mêmes. Et dans ce régime, c'est la variance qui va dominer l'erreur, quand on commence à fitter le bruit. Donc l'idée, c'est que si maintenant je regarde la généralisation de mon algorithme d'optimisation, de mon algorithme d'apprentissage en fonction du nombre de paramètres, ce qui est appelé ici complexité du modèle, l'erreur sur les données sur lesquelles vous avez fait l'apprentissage va décroître. Il y a même un moment, si vous vous mettez à fitter toutes les données, où elle va s'annuler. Et en revanche, l'erreur que vous faites quand vous testez le modèle sur des données que le modèle n'a jamais vues, donc la capacité du modèle à généraliser, va être grande quand vous n'avez pas assez de paramètres parce que vous êtes dominé par le biais, éventuellement grande quand vous avez beaucoup de paramètres dominés par la variance. Et donc l'idée conventionnelle, c'est qu'il y a un minimum quelque part qui est la capacité optimale. Alors ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans plein de livres de statistiques et de machine learning. En fait, cette idée, elle est un petit peu peut-être à remettre en cause. Elle est très influencée par l'idée des fits polynomiaux. Quand vous interpolez une fonction par un polynôme, si vous faites croître le degré du polynôme trop, vous allez avoir une fonction qui passe par tous les points que vous avez donnés pour faire l'interpolation, mais qui va être extrêmement irrégulière et qui donc va avoir une capacité de généralisation très mauvaise. Ceci étant dit, et c'est des questions qui, je pense, ne sont pas encore très bien comprises, il semble que dans ces grands modèles d'apprentissage, les fonctions qu'on génère en augmentant la complexité du modèle, donc en augmentant le nombre de paramètres, ne soient pas des fonctions excessivement irrégulières, mais soient au contraire des fonctions relativement lisses. Donc il n'est pas clair que les capacités de généralisation se dégradent tellement quand on augmente le nombre de paramètres. Il y a même des cas, alors apparemment ce n'est pas très générique, c'est probablement un domaine qui n'est encore pas très bien compris, mais cet article ici, et comme il a été signalé dans ces commentaires-là, des articles bien antérieurs aussi, signale le phénomène de double descente. Donc la descente, c'est la descente de la fonction de coût au fur et à mesure du processus d'optimisation. Et il y a des exemples qui donnent dans cet article où au lieu d'avoir un optimum de ce type, donc ici
vous voyez, il l'appelle risque, mais en fait c'est l'erreur sur les données sur lesquelles on a appris. Donc il y a un moment où l'erreur sur les données apprises peut même s'annuler, quand on entre dans le paramètre de surinterpolation ou d'overfitting, et on s'attendrait à ce que l'erreur de généralisation, donc sur les données qu'on n'a pas encore vues, augmente. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit avant. Mais en fait, dans cet article, il montre des exemples où il y a effectivement l'erreur de généralisation augmente, mais après, quand on atteint le moment où on fit toutes les données apprises, elle se met à décroître de nouveau. Donc c'est le mot double descent, double descente. Et en augmentant la capacité du modèle, on n'entre pas dans un modèle de surinterpolation, mais au contraire, on arrive à faire descendre l'erreur de généralisation en dessous de ce premier minimum. Alors, à quel point est-ce que c'est générique? À quel point est-ce que c'est systématique? Les experts du domaine me disent que, en fait, c'est pas très générique. On peut même trouver des cas où ça continue à descendre. Il n'y a pas vraiment de double descent. Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le type de fonctions que ces grands modèles génèrent ne sont pas... notre intuition sur les fits polynomiaux est mauvaise et qu'elles peuvent être très lisses, de sorte qu'elles généralisent très bien. Alors évidemment, tout ça, ça se connecte à une question très intéressante et pas très bien comprise, je pense, qui est quelle est la topologie dans l'espace des paramètres. Donc là, j'ai juste mis quelques points qualitatifs qui résultent en particulier de mes discussions avec Javier Robledo Moreno, mais rien de tout ça n'est vraiment prouvé. Donc c'est clair que ces grands modèles, ils ont, donc là je parle de l'optimisation dans l'espace des paramètres θ, ils ont certainement pas mal de minima dégénérés où l'erreur sur les données apprises est nulle ou en tout cas très basse. Et certains de ces minimums ont des capacités de généralisation, donc l'erreur sur les données non apprises va être probablement mauvaise, mais le phénomène de double descente dont je parlais tout à l'heure laisse penser qu'il y a quand même beaucoup de minima où cette erreur de généralisation est faible, donc où le modèle a des bonnes capacités de généralisation. Et la question est de savoir si les minima où le modèle a des bonnes capacités de généralisation, c'est des minima qui sont disconnectés entre eux, donc le paysage aura une nature peut-être vitreuse, ou bien s'ils sont connectés entre eux par des vallées. Alors, à mon avis, il y a tout un domaine de recherche intéressant sur ces questions que je ne maîtrise pas vraiment. Giulio Biroli, qui était là tout à l'heure, a pas mal travaillé sur ce genre de choses, et en particulier, je vous signale juste un très joli article. Je ne pense pas qu'il parlera de ça lors de son séminaire à la fin du cycle, mais peut-être, où ils établissent une connexion entre la transition entre sous-interpolation et surinterpolation, donc underfitting, overfitting, et la transition de jamming, comme on dit ça, de blocage ou de gel ou de solidification dans ce problème d'ellipse dure ou de sphère dure, en l'occurrence d'ellipse. Ou si vous voulez, la phase surparamétrisée, c'est une phase où il y a beaucoup de manières de satisfaire les contraintes. La phase sous-paramétrisée, c'est la phase où on n'arrive pas à satisfaire toutes les contraintes. Et puis il montre qu'en fait, au voisinage de la transition entre ces deux régimes, il y a effectivement un régime vitreux. Mais une des questions, c'est de savoir si ce régime vitreux, donc le voisinage de la transition, ça serait ce point de transition entre la sur- et la sous-paramétrisation. Ce n'est pas le régime qui nous intéresse le plus en pratique. On veut être dans le régime où on généralise très bien. Et donc, il est bien possible qu'en fait, on ne soit pas du tout dans un régime vitreux, dans les régimes où on généralise bien, à cause de toutes ces vallées qui connectent les minima. Voilà. Bon, je voulais juste mentionner ça comme une piste de recherche encore active et très intéressante à la frontière entre la physique statistique et l'apprentissage. Alors, très vite, parce que je suis en retard, je vous ai promis que l'amuse-bouche, où dans une salle transparente, je faisais la liste de quelques applications au machine learning.
à la physique quantique, j'allais l'illustrer par des articles un peu plus précis. Donc là, je vais vous faire un petit catalogue. Ce n'est pas du tout pour discuter ces articles en détail, mais j'ai choisi des articles qui seront discutés dans le reste du cycle de cours. Donc ce que vous allez voir tout de suite, ce que je vais traiter dans quelques minutes, c'est la paramétrisation des fonctions d'onde à n-corps en problème à n-corps quantique par un réseau de neurones. Et donc cet article de Carleo et Troyer a lancé le sujet il y a maintenant un peu plus de 5-6 ans. Je vais le discuter dans le cours prochain, dans le cours maintenant. Et puis, il y a des généralisations de tout ça à des systèmes fermioniques qui feront l'objet de mon cours 4, donc dans 2 semaines. Et toute cette question de la paramétrisation des fonctions d'onde à n-corps par un réseau de neurones vont être au cœur de ce cycle, donc feront l'objet des séminaires de Vicentini, Carleo, Caraschilla dans le reste du cours. J'ai aussi mentionné le problème de la tomographie, où là, cette fois, on a des données expérimentales et on cherche à reconstruire la fonction d'onde. Donc ça, je vous donnerai une introduction très simple à ce sujet la fois prochaine, donc dans 1 semaine. Et Juan, je pense, en parlera un petit peu dans le séminaire associé au cours 4. Je discuterai en particulier, probablement exclusivement, la fois prochaine, ces 2 articles. L'un qui démontre cette possibilité sur des données numériques, et l'autre qui l'applique à une vraie expérience d'atome de Rydberg. Alors ça, c'est quelque chose que je ne discuterai pas en détail dans ces cours, mais que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous montre un exemple d'article auquel vous pouvez vous référer sur le sujet, c'est comment reconstituer cette fois l'hamiltonien ou les incertitudes sur les couplages à partir de données, par exemple à partir d'une séquence de mesurements, de mesures projectives au cours du temps, comment reconstituer la distribution des couplages dans un hamiltonien incertain. Donc voilà un exemple d'article récent qui discute ce genre de choses. J'ai déjà mentionné le problème de la classification des phases. Donc ça, c'est un article très tôt dans le domaine où, à partir de données Monte-Carlo, on reconnaissait quelle était la phase paramagnétique et ferromagnétique, tout simplement du modèle d'Ising classique. Il faut bien commencer quelque part. Et puis, il y a l'application de ce genre de choses un peu plus récentes à des systèmes de fermions corrélés avec des échantillonnages Monte-Carlo des configurations. J'ai mentionné des applications au contrôle. Donc là, il s'agit de choisir comment on va varier les paramètres, par exemple, d'un dispositif quantique pour atteindre un certain but. Et donc voilà un exemple du groupe de Yale, Michel Devoret et collègues, qui utilise un algorithme d'apprentissage par renforcement pour contrôler une machine quantique. Là non plus, je n'aurai pas le temps de discuter ça en détail dans le cours. Et puis, j'ai mentionné enfin la question de l'application de ces méthodes à différents problèmes de sciences des matériaux. Donc voilà quelques articles que je vais discuter au cours du cours 5 et du cours 6, qui sont les apprentissages de meilleurs fonctionnels de densité par ces méthodes. On y reviendra. Et ces articles-là, qui concernent l'apprentissage de champs de force pour accélérer la dynamique moléculaire, qui, à mon avis, est un sujet qui est déjà en train de complètement révolutionner la dynamique moléculaire. Voilà. Bon, je vous rappelle toutes ces références que j'ai déjà montrées pour plus d'informations sur toutes ces choses-là. Voilà, donc ça termine ce qui était formellement mon premier cours.